Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une nouvelle matinale trading avec pas mal de choses à voir en termes d'actualité, en termes de macro, de microéconomie, mais aussi d'un point de vue technique sur les marchés avec ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et ce qui nous attend pour la deuxième partie de semaine. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti, on commence comme d'habitude avec un petit point sur les actualités. Pas énormément d'actu ce matin, mais quand même des petites choses assez intéressantes avec déjà une première bonne nouvelle puisque la SEC donc a retiré sa demande qui visait à classer les crypto-monnaies Solana, BNB, Atom, ADA ou encore Matic comme des securities. Donc nouvelle grosse victoire des crypto-monnaies face aux régulateurs financiers américains. On sent vraiment que voilà, la SEC est un peu en train d'abandonner puisque de toute façon elle voit qu'elle ne peut plus faire grand chose. En plus, voilà, Gary Gensler arrive à la fin de son mandat. Il va très probablement être remplacé si Donald Trump est réélu à la tête des États-Unis. Donc, d'un point de vue régulation, c'est une bonne chose. On espère maintenant que la suite va être justement un cadre réglementaire fait intelligemment, qui ne va pas être là pour brider le développement de l'écosystème crypto, mais tout simplement pour qu'il se structure, pour qu'il grandisse, qu'il prenne en maturité. Et donc, que la démocratisation et l'adoption par le grand public se fassent de la meilleure manière possible. Autre actualité qui concerne à nouveau les crypto-monnaies et qui rejoint un petit peu la thématique de la démocratisation, on a la Russie qui va tout simplement légaliser les cryptos et le minage. Alors on en avait déjà parlé un petit peu semaine dernière, mais c'est en train de s'officialiser. Les premières transactions internationales et commerciales devraient avoir lieu d'ici la fin de l'année en Russie. En gros, les cryptos vont être régis par la même réglementation et les mêmes régulations que celles qui sont appliquées aux devises étrangères. Donc on a vraiment, on le voit, une intégration des cryptos au système monétaire. Alors c'est le cas en Russie, mais dans un certain nombre de régions du monde. Et donc c'est une très très bonne nouvelle, puisque ça va renforcer là aussi la démocratisation des crypto-monnaies. Et puis on termine avec une dernière petite actu un petit peu plus fun. On a Donald Trump donc, qui, durant sa conférence à Nashville ce week-end, aurait levé 25 millions de dollars en Bitcoin. Donc voilà, au-delà de ses convictions, il en profite aussi pour générer des bénéfices, récolter de l'argent pour sa campagne. Voilà, on sent l'âme de businessman de Donald Trump qui est toujours très présente. Voilà pour la partie actu. On va désormais pouvoir se tourner sur la partie macroéconomique. Alors, on va déjà revenir un petit peu sur la journée d'hier sur laquelle on avait beaucoup de résultats intéressants, notamment du côté européen. Alors, globalement, les chiffres européens, ils sont assez encourageants. On voit que la croissance repart à la hausse, mais il y a un petit hic, ce sont les résultats allemands. L'Allemagne, là, ça va pas du tout. La croissance, elle, continue de descendre et l'inflation repart à la hausse. Alors c'est un petit peu étonnant en plus parce qu'en général, étant donné que l'Allemagne est un pays moteur de la zone euro, bah, les chiffres de la zone euro, ils ont tendance à se calquer un petit peu sur ceux de l'Allemagne. Et là, c'est pas le cas. En fait, l'Allemagne, c'est quasiment un des pays, en tout cas sur l'Europe occidentale, qui est le plus en difficulté actuellement. Là où par exemple, on voit qu'en France, bah, c'est plutôt pas mal. La croissance repart un petit peu, l'inflation continue de diminuer. C'est pas visiblement le cas chez nos voisins allemands. Donc une croissance qui se porte relativement bien dans la zone euro, ce qui devrait nous permettre d'éviter une récession qui aurait été évidemment problématique. Alors du coup, on peut considérer que le timing de la première baisse des taux de la BCE est arrivé au bon moment. Mais on en reparlera dès aujourd'hui puisque en fin de matinée aujourd'hui, on aura la publication justement des chiffres de l'inflation. Hier, aux États-Unis, on avait deux datas intéressantes, la confiance des consommateurs et le rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emploi. Deux résultats un petit peu décevants puisque la confiance des consommateurs augmente plus que prévu et les nouvelles offres d'emploi ralentissent moins que prévu. Donc c'est des données qui ne sont pas forcément très très bonnes. Maintenant, ce n'est pas les chiffres les plus importants et ceux qui pèsent le plus dans les décisions de la Fed, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pour autant, le dollar ne s'est pas forcément affolé, contrairement à ce qu'il avait fait lundi. Il a même plutôt été sur une tendance baissière depuis hier après-midi, donc ça va, pas de panique. Hier, on avait aussi d'un point de vue microéconomique des résultats intéressants, avec notamment AMD et Microsoft qui publiaient. Les deux ont publié des résultats positifs, mais pour autant, Microsoft a été en difficulté
en post-clôture avec une baisse de -7, -8% après la publication des résultats. Et là, regardez, en pré-market, on a une ouverture qui est prévue à 413 $ contre une clôture hier qui s'est effectuée à 422 $. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème, c'est que effectivement, Microsoft a publié des bons résultats, mais il y a des petites inquiétudes au vu de leur système d'exploitation, avec notamment Office, avec aussi le cloud et le portail Azure, qui montrent des petits problèmes en termes de sécurité. C'est en lien évidemment avec la panne mondiale qu'on avait eue aussi juste avant le début des JO. Mais rien de très inquiétant. Encore une fois, les chiffres sont rassurants aussi pour l'avenir. Donc je pense que c'est plutôt voilà, une petite... les marchés profitent de ces petits éléments pour retracer un petit peu, pour respirer un petit peu. Mais personnellement, je m'attends quand même plutôt à de la tendance haussière dans les prochains mois. Alors évidemment, il faudra surveiller aussi les autres publications qu'on aura cette semaine, avec notamment Meta aujourd'hui, Amazon et Apple demain. Mais globalement, on voit que le secteur de la tech aux États-Unis reste quand même en bonne santé. Donc on nous a vendu pendant des mois et des mois la fin des haricots, la catastrophe. Force est de constater que pour le moment, ça semble relativement solide. Ça avait été la même chose avec Google la semaine dernière, qui avait publié des bons résultats. Pourtant, on avait eu un petit peu de retracement. C'est pas du tout catastrophique, c'est pas du tout dramatique. D'accord? Donc c'est très très important de comprendre ça. Aujourd'hui, donc en termes de macroéconomie, on a une journée très très importante. Comme je vous le disais, on va avoir en fin de matinée les résultats de l'inflation sur l'ensemble de la zone euro. Les résultats attendus, ils sont relativement simples. L'inflation ne devrait pas bouger. On devrait rester à 2,5% et légère petite baisse attendue sur l'inflation sous-jacente, donc avec les PCE Core qui devrait baisser de 0,1 point de pourcentage. Ce matin et cette nuit, on avait eu des résultats assez importants, avec notamment la Chine qui a publié les chiffres PMI qui ne sont pas très rassurants, la situation économique en Chine qui continue de se dégrader. Et la grosse surprise, c'est la décision de la Banque centrale japonaise qui a décidé de rehausser ses taux d'intérêt directeurs, contrairement à ce que certaines estimations avaient prévu. La Banque centrale japonaise aussi a prévu de réduire son intervention et son programme de rachat de la dette souveraine. Sachant que l'objectif, toujours quand même pour la Banque centrale japonaise, c'est de maintenir en vie le yen qui a été en grosse difficulté dernièrement. Donc voilà pourquoi en fait ils augmentent aussi leur taux d'intérêt directeur. Je vous le disais, mais du coup on a eu les chiffres de l'inflation en France, donc qui remontent très légèrement, mais rien de très inquiétant. Et puis de toute façon, si vous regardez sur le glissement mensuel, on est resté à 0,1% alors que les estimations avaient prévu une hausse de 0,2 points de pourcentage, donc ce qui est plutôt intéressant. Le taux de chômage en Allemagne reste à 6%, pas de changement de ce point de vue-là. Et donc aujourd'hui aux États-Unis, on aura deux données vraiment très intéressantes avec les créations d'emplois dans le secteur non agricole et surtout ce soir, FOMC, donc décision de la Fed sur ses taux d'intérêt directeurs, discours et conférence de presse de Jérôme Powell qu'on suivra bien évidemment en direct, en live sur Twitch et sur TikTok. Bon, après pour ce soir, vous le savez, il n'y a pas de surprise, les taux devraient rester inchangés et rester à 5,5%. Par contre, c'est voilà, pour le mois de septembre où on a des probabilités assez fortes d'avoir une première baisse de taux. Ok, donc ça va être très intéressant justement d'écouter Jérôme Powell. Est-ce qu'il va rester très très évasif, très neutre comme il a l'habitude de le faire, ou est-ce qu'il va être un petit peu plus dovish? Est-ce qu'il va laisser passer quelques petites infos supplémentaires? Ça sera très intéressant de voir ça et évidemment d'observer les répercussions sur les marchés. Alors justement, en parlant des marchés, personnellement j'ai eu un très bon mois de juillet, mais une journée hier qui a été particulièrement compliquée. Je me suis fait sortir sur pas mal de mes positions que je travaillais depuis un petit moment, à commencer par mon trade sur le Nasdaq, sur lequel je me suis fait stop loss. Malheureusement, on est tout de suite repassé en fait au-dessus de la polarité, ce qui me fait dire que finalement, voilà, mon idée elle était bonne, mon biais il était bon. Malheureusement, mon exécution n'a pas été parfaite. Alors, ce qui est compliqué aussi, et c'est là où on voit qu'on est un petit peu en été, c'est qu'il y a un petit peu des trous de liquidité sur certains indices à certains moments de la journée qui créent des hausses et des baisses un petit peu particulières, là où finalement on pourrait ne pas en avoir. Donc, ce qui explique un petit peu ces mouvements de volatilité particuliers. Je me dis donc que pour le reste de l'été, je vais peut-être être un petit peu plus prudent, me laisser peut-être un petit peu plus de marge sur mes stop loss. Après, là, je sais aussi que l'erreur que j'ai pu faire, c'est d'avoir été exposé sur trop d'actifs en même temps. J'avais ma position sur le Nasdaq, j'avais ma position sur le gold, enfin je l'ai toujours, mais le petit renforcement qu'on a fait n'a pas fonctionné. J'avais aussi une position sur le pétrole, du coup de laquelle je me suis fait sortir hier après-midi. Même chose, j'ai été re-rentré sur le Bitcoin. Donc
un petit peu de surexposition qui a rendu ma lecture du marché un petit peu moins pertinente, un petit peu moins précise et qui m'a amené à faire quelques erreurs. Après, globalement, je reste quand même sur un très très bon mois de juillet en termes de performance. Voilà, il y a des journées qui sont plus ou moins compliquées. Ce qui a été un petit peu particulier, c'est que là, toutes ces positions se sont terminées le même jour. C'est assez rare en général, ça s'étale un peu plus dans le temps. Là, on a pas mal de positions qui ont été clôturées sur une seule et même journée. Donc, ma stratégie pour la suite, là, étant donné qu'on a des catalyseurs macroéconomiques assez importants sur cette deuxième partie de semaine, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais vendredi, on aura la publication du rapport NFP, je vais plutôt être sur une stratégie de réflexion, d'observation, de reconstruction de scénarios et de plans pour la semaine prochaine, mais je ne vais pas forcément être dans une logique de réexposition au marché, à part si vraiment je vois de très très belles opportunités. Je pense que je vais plutôt en profiter pour prendre un petit peu de recul sur le marché, voir un petit peu ce qui a été bien fait sur le mois de juillet, ce qui a été moins bien fait et continuer d'optimiser tout ça. Après, pour vous donner quand même quelques petites indications, voilà, les indices pour moi sont assez compliqués à lire dans le sens où ils ont des comportements un petit peu divergents entre le Nasdaq, entre le Dow et le S&P 500. Ça va évidemment, ils vont être évidemment très très impactés par les publications de résultats qu'on va avoir dans les prochains jours et par la macro. Donc je vous recommande d'être très 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 prudent. Les deux indices que je surveille le plus au final, c'est des indices européens avec le FTSE qui est vraiment en très 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 grosse forme et on en a déjà parlé plusieurs fois. Mais là voilà, on est venu faire une petite déviation, retest du support, on repart. C'est vraiment très impressionnant et ça devrait nous permettre d'aller chercher de nouveaux ATH. Et attention aussi au CAC qui tente une réintégration de son range en 4 heures, ce qui pourrait lui permettre de faire une sortie haussière. Range, déviation par le bas, réintégration. En général, ça amène à une sortie haussière dans un second temps. Donc il faudra faire attention à ça. Sur les matières premières, pour y revenir, le pétrole, là, je me suis fait sortir, mais du coup, je regarde un petit peu plus le Brent sur lequel j'ai éventuellement prévu de partir à l'achat si on arrive à venir chercher cette zone des 70 points. C'est une zone très très importante en daily et en weekly qui devrait nous permettre de nous positionner dans les prochains jours. Et du coup, sur le gold, je vous en parlais tout à l'heure, je maintiens quand même plutôt une réflexion baissière d'un point de vue price action, mais encore une fois, attention à la macro et aux répercussions que cela va avoir sur le dollar. Si on a des grosses données déflationnistes et que le dollar est amené à respirer assez bas, ça pourrait donner un gros coup de boost alors qu'il pourrait repartir sur ses ATH. Donc il faudra faire attention à ça. Et sur BTC, je vous recommande aussi d'être prudent. Beaucoup d'incertitudes. On a un order book qui est vraiment plein de chez plein. Il y a énormément de zones d'ordre. Alors attendez, je vais rouvrir un onglet de part et d'autre du cours actuel. Donc je vous recommande d'être très prudent vis-à-vis de ça. Pardon. Hop, je vous montre ça. Et de toute façon, même chose sur les données d'order flow. Vous voyez que l'open interest s'est totalement calmé. Pas mal d'incertitudes, pas mal d'indécisions. Mais attention, ça pourrait repartir très très rapidement dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, faites attention. Et vous le voyez, je vous le disais, donc l'order book qui est assez plein, pas mal d'ordres de part et d'autre du cours actuel, ça pourrait entraîner pas mal de volatilité, donc faites attention à vous. De toute façon, si vous voulez voir toutes mes analyses en profondeur de manière détaillée et professionnelle, je vous invite à venir dans le Discord pour voir un petit peu ce que je travaille, mes scénarios, mes idées, etc. etc. Vous avez tous les liens en bio et en description. Cet après-midi, donc je vous le disais, on se retrouve à 15h15 pour la session trading du jour et à partir de 19h45, on se retrouvera pour suivre le FOMC, le discours et la conférence de presse de Jérôme Powell. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me faire vos retours et à me poser vos questions dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.